Non, il n'y a aucune obligation de passer par un PDP. Maintenant, au vu du sens de la réforme, et de ce qu'on peut lire entre les lignes et du fait que souvent, l'État, en général, quand on lit un peu au niveau des documentations, ils font tout le temps référence, en fait, aux plateformes de dématérialisation partenaires. En gros, le PPF va vraiment assurer le socle minimal, mais vous risquez de devoir, traiter beaucoup d'informations manuellement, si vous ne passez pas par des PDP. Voilà. Et donc c'est en ça que ça aura enfin, c'est une opportunité aussi de gagner du temps, de passer par ces fameux PDP qui, encore une fois, j'insiste, sont pas encore, officiellement déclarés. Officieusement, oui, voilà, on peut vous dire: «Bah, si, nous, on va le faire», mais tant qu'ils sont pas immatriculés, ils sont pas PDP. Moi, c'est ce que je vous conseille de retenir comme information. Alors, je reviens un peu sur le e-reporting parce que comme je disais, on va parler de la facturation électronique et les volets qui nous intéressent sont plutôt autour de la facturation électronique parce que c'est quand même là où il y a le plus de gains. Mais il y a un volet qui est important, donc c'est le fonctionnement général du e-reporting. Parce que c'est le deuxième volet de la réforme et généralement, on fait un peu l'impasse dessus quand on écoute, effectivement, on est plutôt, orienté autour des factures électroniques, mais le e-reporting aura aussi son importance. Et pourquoi? Parce que, déjà au niveau des modes de transmission, il y aura plusieurs modes et formes de transmission possibles. De manière générale, sauf pour certains cas particuliers, donc dans les opérations internationales, je répète, les données de transaction du e-reporting, donc la liste elle est définie par décret, elles devront être transmises, par l'entreprise qui réalise l'opération. Donc soit par l'intermédiaire encore une fois d'une plateforme de dématérialisation partenaire ou via le portail public de facturation. Vous voyez? Donc là encore pour le e-reporting, il faudra, penser plateforme de dématérialisation partenaire. Comment ça va se passer? En fait, ça va être un fichier XML, donc le logiciel de caisse, si vous avez des logiciels de caisse, puisque le e-reporting, je le répète, ça concerne principalement le B2B, donc ça va concerner le B2C, pardon, donc ça va aussi concerner, ceux qui ont des logiciels de caisse. Hem, le Z pourra faciliter, la transmission, c'est-à-dire que normalement, les logiciels de caisse devront pouvoir vous fournir, les fichiers à transmettre pour le e-reporting. Ça paraît évident. Également, la facture électronique sera une aide. C'est-à-dire que si vous avez déjà un logiciel qui vous permet de faire de la facture électronique, du invoicing, eh ben, il est probable que, ça pourrait être déposé sur un PDP. Il y a pas d'obligation dans ce cas-là d'envoyer la facture électronique au client, hein. On n'est pas dans le même, schéma. Ça va pas venir dans la plateforme, dans le portail public de facturation du client, mais ça devrait permettre de faire le e-reporting. Là encore, je mets quelques guillemets puisque les logiciels n'ont pas encore été, faits, on n'a pas encore vu concrètement comment ça allait se passer, mais c'est le sens, qui est évoqué. En l'absence de logiciel, donc si j'ai pas de logiciel, pour faire ma facturation, admettons, l'entreprise, devra saisir ou transmettre un état récap des transactions. Donc en gros, c'est montants et des TVA, avec une saisie manuelle. Il sera quand même possible de faire une saisie manuelle. Quelles sont la liste des opérations? Donc, j'ai essayé de reprendre, une liste, des opérations, disponibles et qui sont concernées par le e-reporting. En réalité, c'est pour là, ce que j'ai repris, c'est des déclarations, qui sont faites par le fournisseur assujetti établi en France, mais en fait, il y a plein d'autres cas de figure possibles. Là, aujourd'hui, il y a au moins 25 cas métiers, dans les grandes lignes qui sont, établis. Je vais prendre quelques exemples de, de e-reporting, notamment, pour des livraisons intracommunautaires de biens. Donc si je suis une entreprise, je vends, des biens à une entreprise en Roumanie exonérée de TVA, je suis concerné par le e-reporting. Je fais des exportations et des prestations de services liées à l'exportation, donc la vente de biens ou de prestations à une entreprise américaine, je suis aussi concerné, par le e-reporting. Je fais des livraisons dans l'Union européenne, dans le cadre de vente à distance, donc du e-commerce par exemple, notamment, ben, je suis, également, concerné par le e-reporting. Bon après, il y a la notion de plus de 10 000 € ou moins de 10 000 €. Vous savez, quand on fait, pour certains ici, je sais qu'ils sont concernés, on a de la TVA, soit on applique la TVA de l'État membre, soit on applique la TVA, française en fonction du volume. Bah, dans ce cas-là, effectivement,
je vais être concerné. Là encore, cette liste, elle est disponible. Dans certains cas, les opérateurs établis à l'étranger peuvent aussi être soumis à cette obligation de transmission d'informations dès lors qu'ils réalisent des opérations réputées situées en France et soumises à TVA. J'ai quelques cas, comme je vous disais, où ce sera le destinataire qui devra déclarer les données de transaction, notamment si je fais de l'achat de biens, de marchandises à une entreprise de l'UE, donc un assujetti établi ou non établi en France vers un assujetti établi ou non établi en France. Donc là, c'est les notions d'assujettissement qui sont à prendre en compte. Dans ce cas-là, c'est le destinataire, donc c'est nous en tant qu'acheteurs en France, qui allons devoir faire la déclaration au niveau du e-reporting pour des données de transaction. Et j'ai d'autres cas donc, qui sont bien considérés hors champ, puisque je vous ai parlé du B2B international. Attention, si je fais de l'importation, j'achète de la marchandise qui vient de Chine, les informations elles sont obtenues par le biais des documents douaniers. Donc normalement, je ne rentre pas dans le champ d'application du e-reporting. C'est un petit peu l'exception, on va dire, qui confirme la règle. Voilà, donc on va avoir ces notions-là. Et donc, c'est sur ces aspects-là où je vous disais dans les partenaires, voyez un petit peu avec vos experts juridiques dans quel cas vous êtes concerné. Il faudra bien lister toutes les transactions que vous effectuez à l'avance pour être sûr de savoir voilà, dans quel cas de figure vous vous retrouvez. Le e-reporting, ça va avoir un impact. C'est pour ça aussi que j'insiste dessus, au moins autant que la e-facturation, parce que ça va avoir un impact notamment sur le fait que vous allez avoir des fréquences. Alors, je ne vous ai pas parlé de fréquence pour la facturation électronique. Il n'y a pas de fréquence obligatoire. Voilà. C'est pas précisé encore. Dire que la facture, vous devez la déposer sous X temps. Néanmoins, c'est quand même conseillé de la faire au fil de l'eau. Pour la fréquence du e-reporting, on a un petit tableau. Ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, pour toutes les données de transaction qui sont concernées, ça va être à faire dans la majorité des cas. Je ne reviens pas sur tous les cas particuliers, même s'il y a des cas particuliers. Si on est une entreprise soumise au régime réel normal mensuel pour la TVA, la fréquence du dépôt, en fait, elle se fera 3 fois par mois sur 3 périodes. Donc, je vais devoir déposer au 20 du mois ma période du 1 au 10, au 30 du mois ma période du 11 au 20 et le 10 du mois suivant ce qui concernait la période 3, donc du 21 à la fin du mois. Donc, vous voyez, déjà, ça va avoir une vraie incidence sur votre rythme de facturation, éventuellement, si vous faites du client particulier. Il va falloir vraiment trouver le moyen de chaîner ces actions. Pour la transmission des données de paiement, c'est avant le 10 du mois suivant. Donc là encore, c'est pareil en termes d'organisation, comme je vous disais, ça va avoir des incidences. On en a certainement déjà parlé ensemble, pour ceux que j'ai eu la chance d'avoir en formation, en formation sur des nouveautés, lorsque je vous parle notamment des sauvegardes fiscales des données qui sont à faire par exemple en comptabilité. Je vous dis souvent, ce qui est souhaité un peu, c'est de faire des clôtures de TVA mensuelles, donc de faire vos clôtures mensuellement. Et vous voyez, là, on retrouve un peu cet aspect-là, puisqu'on nous dit maintenant aussi, il y aura un rythme au niveau des fréquences de dépôt, etc. Donc, ça veut aussi dire qu'en termes de facturation et en termes de clôture, il faudra bien faire attention à ne pas repasser des écritures, par exemple, sur des périodes ou refaire des factures sur des périodes antérieures, quoi. Parce que la fréquence des dépôts, elle doit être faite à date. Donc, il faudra bien faire attention aux dates des factures, notamment, et aux petites méthodes de travail qu'on a pu avoir par le passé. Ça risque de changer. Comment se préparer? Alors effectivement, déjà, je reliste un petit peu ici. Donc, il y a des directives européenne, hein, comme je disais, qui va poser 3 principes là, qui sont applicables à la facture électronique, notamment l'authenticité de l'origine, l'intégrité du contenu et la lisibilité de la facture. Donc, ces 3 principes, ils vont être assurés à compter du moment de l'émission de la facture et jusqu'à sa période de conservation. Et donc, on aura pour obligation, au niveau des données de facture à transmettre à l'administration, il va y avoir un certain nombre d'évolutions, notamment des choses qui vont changer
Il faudra, dans les cas de choses qui changent, notamment, afficher le sirène. Alors normalement, c'est déjà obligatoire d'afficher le sirène, au niveau du fournisseur. Ça sera aussi obligatoire pour le destinataire de la facture. Ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire déjà, vous allez devoir connaître les numéros de sirène de tous vos clients, quand vous faites du B2B, bien sûr. Également, le pays du lieu de l'établissement du fournisseur devra être affiché. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, si vous êtes déjà passé à la facture X et si vous avez fait des essais dans Sedge en version 9 et que vous avez essayé de passer en facture X, bah, le logiciel, attention, il va vous dire, si vous n'avez pas mis le pays, attention, vous avez oublié de renseigner les pays. Également des mentions qui vont être très importantes, je réinsiste là parce qu'il va y avoir aussi toutes les mentions obligatoires qui sont déjà obligatoires en fait, mais il y en a certaines, notamment le fait que la catégorie de l'opération concernée. Est-ce que c'est de la livraison de biens, de la prestation de services ou la facture est composée des deux? On va également avoir l'obligation de mettre des mentions si je choisis l'option pour le paiement de la taxe d'après les débits, voilà. Ça, je vais devoir le préciser, et l'adresse de livraison du bien, c'est différente de l'adresse du client. Tout ça avec les mentions également qui doivent afficher, les autoliquidations, les membres d'un assujetti unique, et cetera, qui sont des champs, qui sont déjà obligatoires. Donc ça va quand même être assez important de ces aspects-là parce que ça veut dire que ça a une incidence directe sur vos utilisations des logiciels. Il va falloir aller alimenter vos logiciels des bonnes informations, préparer les paramétrages. Pour le e-reporting, on va avoir un petit peu les mêmes informations à transmettre, avec quelques particularités. Je vais plutôt insister sur les particularités du e-reporting, puisqu'on retrouvera ces notions de sirène. On va retrouver la notion de période au titre de laquelle la transmission est effectuée, donc la période 1, la période 2 ou la période 3, comme on a vu juste avant. Également, les catégories de transactions qu'on va retrouver, les dates des opérations, le nombre de transactions quotidiennes pour les opérations qui ne donnent pas lieu à facture. Donc là, on est plutôt pour tout ce qui est caisse, hein. Voilà, et donc un certain nombre d'informations ici qui sont complémentaires. Et le but, bah, ça va être dans ces données de reporting, de communiquer l'ensemble des transactions, un listing de transactions en fin de compte, qui vont être communiquées. Les données d'encaissement, là, pareil, le sirène, période au titre de laquelle la transmission est effectuée, la date d'encaissement effectif, parce que c'est ça qui est important en réalité, le montant encaissé par taux d'imposition de TVA et bien sûr bah, les numéros de facture si ça a donné lieu à des factures. Bon, je réfléchis encore à cette phrase qu'on a vue dans les différents documents. Dans quel cas on pourrait faire comment dire, des prestations de services qui ne donnent pas lieu à des factures ou des choses comme ça. Bon, voilà, je vous laisse méditer. Il y a des cas de figure qui ne me sont pas apparus, on va dire. Ce qui est important, effectivement, alors, l'important, c'est d'anticiper et de s'organiser. Déjà, en interne, il faut, nous, ce qu'on vous conseille de faire, c'est de nommer un référent, un sachant sur la facture électronique. Donc, quelqu'un qui va avoir en charge déjà de prendre un peu le projet à bras le corps. Ensuite, il va falloir inventorier et moderniser vos solutions de gestion et de comptabilité au niveau de votre entreprise. Pourquoi on dit ça? Bah parce que, attention aux versions déjà de logiciels que vous avez, parce que derrière, il y aura certainement des choses, bah, notamment parler de la facture X. Si vous n'êtes pas dans une gestion commerciale récente, ou si vous avez, là je parle pour Sage, mais c'est valable quel que soit le logiciel, j'ai envie de dire, parce que vous n'êtes pas forcément en gestion commerciale Sage. Pour certains, c'est peut-être juste la comptabilité et puis vous avez un logiciel métier. Bah, il faut faire attention, il faut que votre logiciel métier soit compatible pour cette facture électronique. Voilà, et donc, comme vous avez pu voir précédemment, il y a des formats qui sont précis. Une question à poser, c'est déjà votre éditeur de logiciel. Une bonne question, moi je trouve, c'est bah, OK, quel va être le format choisi? Ça vous donnera un bon indice de savoir un peu où ça en est de l'évolution des solutions de votre entreprise. Également, il va falloir vraiment réorganiser votre activité. Donc, j'ai effectivement lu une question, est-ce qu'on peut plus prendre de congés? On doit déposer sur la plateforme tous les 10 jours. Alors, il y a certainement des cas particuliers où vous pourrez décaler ça.
Mais voilà, c'est une obligation, effectivement, à ce jour. L'obligation, elle est présentée telle qu'elle. Donc, en termes d'organisation pour l'activité, effectivement, la collecte de la TVA, et en particulier sur les encaissements, il faut s'assurer que tout soit bien fluide et que ça ne demande pas plus de temps, on va dire, que nécessaire. Donc, ça rejoint un peu le point précédent. Il va certainement y avoir du travail à effectuer sur la partie gestion des TVA, parce qu'en fait, c'est complètement lié à la gestion des TVA. Il faudra ensuite anticiper les modifications, comme je disais, pour l'organisation de l'entreprise. Il y aura un nouveau cycle de vie des factures, il y aura des nouveaux statuts, il va falloir gérer peut-être différemment les règlements. Donc tout ça, c'est au regard et à la lumière de ce qu'on s'est dit, précédemment, il va falloir, vraiment recreuser ces sujets-là. Ensuite, ça, la question m'a été posée, évaluer l'intérêt d'utiliser la plateforme publique de facturation ou avoir une, voire plusieurs même, plateformes de dématérialisation partenaires en fonction des cas métiers, qui se présentent. Hem, Effectivement, si on fait, je sais pas, 3 factures dans le mois, l'intérêt d'avoir une plateforme de dématérialisation partenaire, voilà, c'est pas c'est il sera plus modéré. Par contre, c'est clair que, si je fais, 50, 60 factures, bah, aller les déposer et cetera, ça va demander un certain temps, ça va être une nouvelle organisation. Et il va également falloir veiller à la formation sur la facture électronique des collaborateurs comptables de l'entreprise. C'est-à-dire que là, ce qu'on fait là, c'est pas vraiment de la formation, c'est plutôt un webinaire d'information, mais la formation, elle va être au cœur de ces sujets-là. Il faut vraiment se tenir informé et tenir informé tous ceux qui peuvent de près ou de loin être concernés par la facture électronique, parce que comme ça va engendrer des changements d'organisation, et des changements d'habitude aussi, et ben, il faut que les gens, sachent un peu pourquoi, désormais, on fait comme ça. Donc ça fait partie de la formation, plus largement même que pour les collaborateurs comptables des entreprises. Échanger avec votre expert comptable, c'est essentiel, je vous l'ai dit tout à l'heure, et connaître, les publications de l'entreprise. Sur la partie, moderniser les solutions de gestion, et comptabilité de l'entreprise, je vais laisser intervenir, Vincent Dubois sur ce sujet-là parce que, les solutions chez Sedge, elles ont déjà commencé à évoluer. Je vous ai parlé des V9, et pour la réception des factures, pour ceux qui utilisent Sedge Automatisation Comptable, bah, effectivement, il va y avoir des changements, des améliorations. Merci Benoît, merci pour toutes ces informations. Donc, je vais essayer de mon côté de faire assez court pour justement laisser un petit peu de temps aux questions et aux réponses. Alors, je vais partager mon écran. L'idée, en fait, chez Sedge, c'est qu'on a désormais des outils qui vont nous permettre de... Attendez, hop, je lance ma diapositive. Voilà. Je vais descendre ça. Voilà. En fait, j'ai vu dans les questions, quand il y a eu les questions, à un moment donné, il y avait eu le terme d'intelligence artificielle, de dématérialisation. Des enquêtes récentes ont montré que les métiers administratifs évoluaient, certains métiers pouvaient même disparaître, et c'était un petit peu catastrophique, mais par contre, il s'était indiqué que beaucoup de métiers allaient évoluer. Et l'intelligence artificielle et la dématérialisation va faire partie de ces évolutions. Aujourd'hui, les attentes en termes d'automatisation comptable va être, alors on parlait d'ossérisation, mais maintenant on va être sur des captures, sur du PDP et PPF, de workflow de validation, d'archivage des données et de mise à jour de la compta. Le travail d'enregistrer une facture à partir, d'un document reçu par la poste ou même en PDF, ne va plus exister. Les factures vont arriver, seront en XML ou en facture X, donc PDF et XML, mais réellement en XML. Les outils vont être faits pour intégrer les données directement dans la comptabilité. Donc, cette automatisation comptable dont nous allons parler rapidement, l'objectif, c'est de dématérialiser et de simplifier l'ensemble des étapes de traitement comptable de vos factures fournisseurs, en allant de la réception à la numérisation, à leur archivage et en passant, bien sûr, par une intégration dans la comptabilité, un workflow de validation qui va nous permettre de valider la facture à payer ou pas à payer, et bien sûr, tout ça dans un environnement full SaaS, donc qui sera toujours à jour, qui évoluera constamment.
un schéma très rapide pour vous expliquer le fonctionnement du produit. En fait, là, on est sur un schéma plus classique à aujourd'hui, avec des factures qui arrivent par le courrier qu'on scanne et qu'on récupère, des factures qui arrivent par mail ou des documents qu'on a. On aura, avec l'arrivée de la facture électronique, un quatrième canal qui va être la récupération sur le PPF ou le PFP et le PDP. Je m'en mêle dans les abréviations. Donc, aujourd'hui, la solution Sage Automatisation Comptable est déjà capable d'aller sur des sites fournisseurs comme EDF, Orange, télécharger les factures qui sont actuellement au format PDF pour éviter que vous ayez à le prendre. Demain, ce sera toutes les factures qu'on ira chercher par ce canal de la dématérialisation. L'idée du produit, c'est une fois qu'on a récupéré les factures, qu'on a simplifié déjà la collecte de l'information, reconnaître les écritures, permettre des validations métiers ou des validations humaines. Les vérifications métiers, ça va être déjà de vérifier que cette facture n'a pas déjà été enregistrée dans la comptabilité, vérifier que c'est bien le bon fournisseur à qui on doit payer. La vérification humaine, et c'est là que le comptable a toujours son importance, hein, je vous rassure, sera de s'assurer de l'écriture qui va être générée à partir de cette facture, de pouvoir peut-être gérer des notions analytiques, de s'enlever en fait la partie purement administrative d'une facture, c'est tel compte, c'est tel TVA. Ça, le logiciel sera capable de le proposer par défaut. Par contre, on aura des contrôles plus accrus sur la partie pertinence de l'information, pertinence de l'analytique dessus. Et une fois que ces factures seront enregistrées en compta, elles pourront suivre un workflow de validation interne via téléphone, via un accès web, pour justement permettre aux responsables d'accepter de valider la facture. On n'aura plus à terme ces factures qui vont traîner sur les bureaux. Quand les factures arrivaient, elles partaient sur le bureau du responsable d'atelier, responsable de chantier, qui mettait son paraphe dessus. Demain, déjà, les factures seront au format XML, donc on ne pourra pas les transmettre de façon papier. Cet outil-là permettra de continuer d'avoir des validations, d'être sûr de pouvoir gérer, en cas de litige, les factures à bloquer, de savoir, en fait, à tout moment, si une facture est bonne à payer ou si elle ne l'est pas, et que dans la comptabilité, elle soit dans la comptabilité, pour que le e-reporting et le e-invoicing, tout ça fonctionne coule de source, en fait. L'objectif, c'est pas d'être anxiogène sur cette facture dématérialisée. Ce sont des automatismes qui vont se mettre en place. On est en face d'une évolution importante de la réglementation. On aura des assistants de la part des éditeurs. Extrémité vous accompagnera par des web formations. On fait déjà beaucoup de web sessions de formation sur la partie mise à jour des versions V9 et des versions qui vont arriver. Donc là, il faudra être vigilant pour rester à l'affût dessus. Mais il y aura toujours un accompagnement. Et cette solution, cette automatisation comptable, permet l'accompagnement. Alors, je vous montre très rapidement dans l'interface à quoi ça va correspondre. Au niveau du produit, on va recevoir dans une interface web des factures. Ici, le logiciel a reconnu automatiquement que c'était le fournisseur Brelot. Et quand je vais rentrer dans mon écriture, donc si je vais avant dans ma comptabilité, pour vous montrer dans ma comptabilité, donc je suis ici sur des achats de juin où je n'ai pas d'écriture. Dans le principe, ma facture, je vais regarder deux écrans en même temps. Ah, j'ai peut-être effectivement été un petit peu trop, j'ai déconnecté depuis un petit moment, donc le produit s'est déconnecté. Donc le principe, c'est que je vais attendre que ça s'ouvre. Voilà, hop, je suis revenu dessus. Voilà. La facture, en fait, va m'apparaître. Ici, je suis sur une facture d'un format classique. Le logiciel me détecte que j'ai des doublons. Forcément, comme j'utilise la même facture pour mes présentations, ça fait plusieurs fois que je l'intègre dans ma comptabilité. Mais le logiciel va m'afficher ma facture sur la partie gauche et l'enregistrement comptable que lui propose. Donc, je retrouve ici une facture d'un montant de 9 800 TTC. Il me propose une écriture comptable. Alors, pour
Là, ici, je vais juste indiquer que ma facture, hop, elle n'est pas au 10 juin 2020 comme il me l'indique, mais je vais mettre le 10 juin 2022 pour pouvoir travailler sur l'exercice en cours. Et du coup, je vais même recalculer ma date d'échéance. Donc, en fait, il y a une pré-proposition d'écriture qui va, le logiciel, la fameuse intelligence artificielle, va apprendre des factures précédentes et vous proposer automatiquement des factures, des modèles d'enregistrement. Moi, ici, cette facture, elle me va dans son format. Les comptes comptables me conviennent, je la valide. Donc, je n'ai pas eu à ressaisir des écritures comptables et je vais pouvoir indiquer que je transmets cette facture à Vincent Dubois, je dis test, pour qu'il me valide cette facture. À partir de ce moment-là, la facture a été enregistrée dans le logiciel. Il me rappelle qu'il y a des doublons, forcément. Je vais lancer ma synchronisation. Je vais lancer ici une synchronisation avec ma comptabilité. Donc, le principe, c'est que le logiciel, à heure fixe, on synchronise sur le logiciel les écritures comptables. Et je vais pouvoir me connecter ici en tant que Vincent Dubois. Alors, je suis déjà en tant que Vincent Dubois, donc j'étais connecté avec mon nom et j'ai cette facture que je viens de mettre au 10 juin 2022 qui m'est proposée à la validation. Cette validation, je peux la faire aussi par téléphone. Donc là, je suis sur mon téléphone. Si j'actualise, j'ai bien 2 factures à valider. Si je rentre dans les factures, je vais retrouver cette facture de 10 000 qui est celle-ci que nous avons enregistrée au 10 juin 2022. Je retrouve mon écriture. Je vais pouvoir afficher les informations sur la facture. Je vais pouvoir visualiser, rattacher des pièces jointes. Si je veux mettre une pièce jointe, je peux prendre une photo. Alors là, ça sera mon écran. Voilà. Mon écran ne veut pas. Mon téléphone ne veut pas, mais il faudrait que j'active l'appareil photo sur l'application. Et je vais pouvoir valider à partir de mon téléphone si je suis en déplacement, ou ici, moi, je vais directement sur la facture. Je regarde la facture et je peux envisager de proposer au responsable de modifier certaines informations si je veux que mon responsable modifie le mode de règlement. Et je pourrais très bien visualiser les écritures comptables, mettre des modes de règlement différents. Donc, dans ma comptabilité, l'écriture est arrivée en juin. Donc, si je vais dessus, mon écriture est ici avec une clé ACS, ce qui me permet à tout moment, je suis dans ma comptabilité, je vais pouvoir visualiser la pièce, visualiser le document rattaché, visionner le document rattaché, j'ai mon lien ACS. Si je visualise, alors j'arrive sur exactement la même pièce que j'étais là précédemment, hein. J'étais ici sur mes factures. En fait, il me rouvre cette fenêtre-là. Et ce qui est important, c'est que dans ma comptabilité, le mode de règlement pour l'instant est en attente de bons à payer. Donc, j'ai respecté le fait d'enregistrer immédiatement en comptabilité mes factures. Mes factures sont dans ma comptabilité. Je vais pouvoir envoyer les informations à l'administration. Si dans le responsable me valide, OK, il me dit c'est bon à payer, OK pour moi, j'envoie. J'ai bien sûr toute la traçabilité pour savoir que ces factures sont bonnes à payer. Et lors de la prochaine synchronisation, je cherche outil de synchronisation, voilà, je vais lancer la synchronisation. Dans la comptabilité, là où actuellement c'est marqué bon à payer, apparaîtra le mode de règlement. Alors, pour des petites précisions, donc on est sur, je vais lancer mon diaporama sur cette fenêtre-là. Hop, hop, je vais être sur la dernière page. Mince. Je ne suis pas à la bonne page. Voilà. Alors, je vais enlever ces pages-là qui m'embêtent. Si je fais diaporama, voilà. Là, aujourd'hui, sur une facture PDF standard, on va repérer, on va faire de l'ossérisation, on va retrouver
un numéro de facture, un numéro de fournisseur, on va identifier des infos. Demain, vos factures vont arriver comme la partie ici en bas à droite, en fichier XML. Donc un fichier XML, si on a facture X comme va le générer Sage, on a une facture PDF de comparaison, mais le logiciel va recevoir surtout ce fichier XML. Et ce fichier XML, dans la solution Sage Automatisation Comptable, ça va nous permettre de le reconstituer, d'alimenter automatiquement les champs. Et aujourd'hui, le produit va permettre d'aller beaucoup plus loin dans la reconnaissance de la facture et dans l'enregistrement comptable de la facture. Comme un fichier XML contient à la fois les entêtes et les lignes de documents, demain, on sera capable de passer des OD comptables différentes suivant la ligne de l'écriture, suivant la ligne de la facture. Si c'est une facture qui comporte à la fois du contrat, du logiciel, de la prestation, les comptes pourront être ainsi différenciés de façon beaucoup plus fluide. Et surtout de façon lisible. Un XML n'est pas lisible. Et là, le logiciel demain ira chercher sur les sites les informations. Donc voilà, pour une présentation, je vais revenir sur ma comptabilité. Je dois avoir fini ma synchronisation. Voilà, le mode de règlement est bien passé à chèque sur ma facture parce que le responsable a validé. Donc maintenant, je peux continuer mon schéma comptable classique. Je vais dans les moyens de paiement, je génère mon règlement et ça repart, ça part pour le paiement au fournisseur. Donc là, on est sur un niveau d'intelligence artificielle parce que c'est le logiciel qui va détecter la facture, le fournisseur, les informations, mais on est sur une assistance à l'utilisateur. Le but, c'est cette partie d'automatisation de la facture, de ne pas en fait avoir à passer les écritures. Je n'arrive pas à basculer sur mon écran. Voilà, on est vraiment sur cette notion où je vais automatiser cette partie comptable. Ça fonctionne déjà aujourd'hui avec des factures classiques. Parmi les personnes qui assistent à cette présentation, j'en vois qui ont déjà des outils, et notamment cet outil-là de dématérialisation des factures. Demain, ce sera la porte d'entrée, je pense, principale pour rentrer dans les logiciels Sage et des factures sans avoir à passer un temps important à saisir des écritures et surtout à sécuriser ça. Voilà, hop, du coup, je vais basculer, je vais rendre l'écran à Benoît. Il faut juste que je revienne sur l'écran. Voilà, on va revenir ici pour la partie questions-réponses. Alors, je ne m'attarde pas plus sur cette partie Sage automatisation comptable, ce qui est déjà 11h30, et je ne veux pas non plus trop vous mobiliser. Sachez qu'on est à votre disposition pour faire une présentation plus détaillée, pour étudier par rapport à vos cas. Mais cette solution est l'offre portée par Sage pour justement intégrer les factures dans la comptabilité de façon dynamique. Alors, Benoît, je pense que tu peux remettre ton micro. Oui, Ouais. je suis là. Voilà. Alors, on a des différentes questions. Ouais. Alors les questions, alors j'avais une question par rapport à l'annuaire à laquelle je n'ai pas répondu encore, notamment sur le fait de s'inscrire à l'annuaire. En fait, il y aura pas d'inscription vraiment à l'annuaire, puisque l'annuaire, c'est juste l'ensemble, enfin, c'est la liste des sociétés. Donc, quelque part, elle est déjà connue, c'est le SIE qui le fournit. Donc, vous allez avoir, c'est juste les identifiants des différentes sociétés. Voilà, après, je pense qu'effectivement, vous allez pouvoir vous connecter sur le portail public de facturation, mais il n'est pas encore ouvert en test. Donc, pour le moment, on n'a pas encore les dates. Je ne crois pas dire de bêtises, mais je pense que les tests sur le PPF seront début d'année prochaine, début 2024. OK. Alors, j'ai une question pour ma part sur la partie automatisation comptable. On me dit que c'est une solution plutôt chère puisque elle est au volume de facture quasi 1 € la facture fournisseur à l'année. L'utilisation du PDP développé par Sage rendra-t-elle obligatoire l'utilisation de Sage automatisation comptable? Alors, sachez que le vrai coût d'une facture, quand on est aujourd'hui sur des factures papier, que vous traitez les factures en interne sans une solution comme Sage ACS, on est plutôt, alors,
dans les études qui sont faites, qui ne sont pas, voilà, qui peuvent varier quand même en termes de coûts suivant l'entreprise, suivant la façon dont vous êtes organisé. On est plutôt sur un vrai coût caché dans les 10 € d'une facture, entre le traitement, le document papier, les relances à faire, le temps caché, en fait, est important. Donc, la solution, alors je n'ai pas en termes les prix, et là, c'est plus l'équipe commerciale qui pourra vous répondre, et n'hésitez surtout pas à les solliciter, hein. Nous, on est plutôt focus métier que tarif. Mais sachez que la solution apporte un réel gain de temps et de productivité, et surtout de recherche de documents, d'archivage. À tout moment, on a un outil, je ne suis pas rentré dans le détail complet du produit, on peut y passer 1 à 2 heures dessus, à vous montrer un peu toutes les fonctionnalités, mais il y a des outils de recherche, de simplification, ne serait-ce que le stockage de vos documents archivés, voilà, toutes ces choses-là, tout calculé. Le coût d'une facture dématérialisée d'ACS est très très faible par rapport au coût réel d'une facture. Maintenant, pour l'intégration dans Sedge, Sedge effectivement insiste sur cet outil pour intégrer les factures et faire en sorte que l'automatisation elle suive le cheminement et qu'on gagne du temps à tous les niveaux de la facturation et de la corporation comptable. Maintenant, il n'y aura pas d'obligation, on n'a pas terme d'obligation de la part de Sedge pour faire ça. Vous pourrez toujours intégrer d'autres choses, d'autres moyens, en sachant que là, je vous ai parlé juste d'automatisation comptable, mais si vous êtes concerné par la gestion commerciale de Sedge, sachez que les BL, on a un outil de réconciliation de BL et de factures fournisseurs dans les options du module d'automatisation comptable, comme on a un module de gestion des demandes d'achat lié à la gestion commerciale. Donc, c'est un module qui sert à l'intégration des écritures comptables, mais pas que. Il y a d'autres solutions. Monsieur Massé, vous me demandez comment fonctionne le moteur de recherche. Donc là, je dirais, on sait comment ça marche, mais on ne le dit pas, c'est comme la fricadelle. Non, en fait, là, c'est le développement qui a été fait. Alors, c'est une société, parce qu'il y a aussi le petit plus du produit, c'est que c'est du consommé local, hein. C'est une société des Hauts-de-France qui a développé cette application Sedge Automatisation Comptable, qui est devenue un produit marque blanche de Sedge, qui est distribué partout sur les produits Sedge, dans les différentes gammes. Et en fait, ils ont travaillé sur des modèles d'ossérisation des documents pour reconnaître, rechercher, comprendre la facture, historiser, en fait, voilà, tout un travail derrière. Avec le XML, on peut dire que ça va un peu simplifier le travail, parce que le XML, c'est normalisé, donc le numéro de facture, il portera une étiquette numéro de facture, et donc là, on n'aura même pas à expliquer au logiciel, les premières fois qu'on importe des factures, il faut que le logiciel comprenne comment ça fonctionne. Avec le XML, ce sera encore plus rapide, en fait. Mais là, bon, dans la partie technique, si vous voulez qu'on échange dessus, il n'y a pas de souci, mais on le fera en off sur la partie purement technique. Ce n'est pas mon domaine. Moi, je suis comptable de formation et je suis utilisateur des solutions Sedge, et utilisateur et formateur aussi, mais utilisateur pour les structures dans lesquelles je suis chez Extrémité. Euh, voilà, je n'aurais pas besoin de connaissances informatiques pour utiliser ce produit-là. Le but, c'est vraiment d'être en mesure de permettre à tous les comptables d'utiliser le produit et de gagner du temps sur cette partie un peu répétitive, en fait. Vincent, je me permets d'intervenir, mais j'avais compris la question de M. Massier différemment sur le moteur de recherche. C'était quand tu as la possibilité, avec les recherches multicritères, de retrouver une facture, par exemple, quand tu dois redonner la liste des factures à ton expert comptable ou autre. Ah, d'accord, c'est peut-être ainsi. Moi, je l'ai compris comme ça. Ouais. Alors, ouais, je vais revenir sur le produit. Je vais lancer ici la recherche. Alors, je vais descendre ça. Je vais sélectionner ma société. Bien sûr, je suis multi-société, hein. Et ici, je vais avoir un outil de recherche qui va me permettre de rechercher n'importe quelle information. Alors, je pense que j'ai dû avoir dans entretien ou nettoyage, je l'ai dans mes factures. Je vais rechercher. C'est peut-être pas. Voilà. Ici, il va me trouver des factures. Alors, bien sûr, comme je vous disais, j'intègre à chaque fois les mêmes factures. Il va falloir que je renouvelle mon stock de factures. Mais si je vais sur ces factures-là, je vais pouvoir les exporter au format Excel, au format PDF, faire un fichier pour l'expert comptable pour les transmettre. S'il me demande des factures de tel fournisseur, de telle date à telle date,
Si je repars sur le document, il a été retrouvé ce document parce que ici, dans le libellé, était marqué nettoyage. Mais ça aurait pu être la société France Nettoyage, et il me l'aurait retrouvé aussi. Donc, je retrouve en fait un outil, je vais pouvoir visualiser mes écritures comptables, mes ventilations analytiques s'il y en a, les commentaires quand les personnes ont échangé, la traçabilité, savoir qui a enregistré, qui l'a mis en litige, à quel moment c'est sorti du litige. Et là, pour l'instant, c'est encore en attente de validation de la part de Vincent. Décidément, il faut que je valide mes factures. Et donc, ici, je retrouve en fait toute la traçabilité. Et s'il y a un litige, je retrouve pourquoi il y a eu un litige. Et donc, ma recherche, elle se fait sur l'ensemble des critères ici, que ça soit de la date, le type, le montant, le numéro de facture, le mode de règlement. Et n'importe quel champ dans le document. Hop.